disais que merci beaucoup d'être là, nombreux, et pour votre intérêt pour ce colloque et pour cette problématique. Alors aujourd'hui, nous allons voir une grande journée en deux séances. Une séance du matin qui va durer jusqu'à 12h30, et une séance l'après-midi qui va commencer à 15h et qui va se terminer à 17h. Les thématiques sont importantes. La question des marginalités, du développement humain, les politiques économiques et les politiques d'investissement. Tout ça, ça fait partie d'une problématique globale du développement. Alors, je voudrais insister, c'est peut-être pas tout à fait mon rôle, parce que ça va sans doute revenir dans les interventions. Je voudrais insister sur le concept même de développement. Alors, le développement, le concept de développement, c'est une chose qui est arrivée assez tardivement. Pendant longtemps, on a parlé de modernisation. Il y a eu à un moment donné une politique à l'échelle internationale sur le fait que les sociétés non européennes devaient à un moment donné arriver à un modèle qui serait semblable, plus similaire à celui de l'Occident. Cette politique a été menée essentiellement par les États-Unis entre les années après-guerre et surtout entre les années 60 et les années 80. Et puis on est passé à un modèle, à une question de développement, en fait sans jamais définir qu'est-ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, la question du développement elle-même se trouve mise en cause. Preuve en est qu'aujourd'hui on hésite à parler de pays en développement. On essaie de trouver une autre formulation. On a parlé du tiers-monde, maintenant on a parlé de pays sous-développés, maintenant on a abandonné ces deux termes. Tiers-monde, c'est pratiquement plus utilisé. Sous-développement non plus. Aujourd'hui on est en train de se dire, est-ce que le développement ça signifie quelque chose? Et je crois que là, ce que nous avons dans ce colloque, c'est comment se développer. Mais on reste dans l'idée de développement. Peut-être qu'il ne suffit pas de dire, se poser la question comment se développer, il faut poser la question de qu'est-ce que c'est que le développement. Alors qu'est-ce que c'est le développement? Aujourd'hui c'est très important parce que le monde, comme tout le monde le sait, comme tout le monde le répète, est en perpétuel changement, et un changement permanent. Donc se développer aujourd'hui ne veut pas dire que demain on se développera de la même façon. Comme hier on s'est développé d'une certaine manière, aujourd'hui on se développe autrement. Ça, c'est déjà un problème lié au changement. Il y a un autre problème, c'est que pendant 2 siècles à peu près, le monde a vécu dans le cadre de ce qu'on peut appeler globalement la domination occidentale. Aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre de cette domination occidentale. On est en train de passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Il y a la Chine qui se développe à grands pas, il y a l'Inde également qui se développe à grands pas, il y a l'Amérique latine, il y a tous les pays du sud-est asiatique, il y a l'Amérique latine aussi, évidemment. Les pays arabes sont dans une situation beaucoup plus critique, un peu comme l'Afrique. Et dans cette période de transition, un certain nombre de choses sont en train de se passer sous nos yeux qu'il faut comprendre. En particulier les concentrations financières. Les concentrations financières vont aboutir à quoi? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un retour vers les États-nations, parce qu'à un moment donné, on se disait, les États, ce n'est plus de mode, ce n'est plus quelque chose qui marche. Et donc, il faut faire autre chose, il faut travailler au-dessus des États. Mais aujourd'hui, on est en train de revenir à cette notion d'État. Est-ce qu'il faut, malgré tout, la garder pendant quelques temps? Donc, il y a un problème global à l'échelle humaine aujourd'hui, celui du fait que nous sommes dans une période de transition. Le monde entier se trouve dans une période de transition. Et il est important de comprendre qu'est-ce que c'est, quels sont les tenants et aboutissants de cette période de transition. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de poser la question de comment se développer, il faut poser la question de qu'est-ce que c'est que le développement. Et aujourd'hui, peut-être, si on peut avancer une hypothèse, peut-être que la meilleure définition du développement, ou la meilleure définition de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous essayons de faire, c'est pas de se développer, parce que se développer, ça veut dire passer d'un état inférieur à un état supérieur.
Donc c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas celui de passer d'un état à un autre. Le problème est celui de s'adapter aux conditions actuelles. Ces conditions étant en perpétuel changement. Donc la question de l'adaptation, à tout point de vue, à la fois point de vue économique, social, politique, culturel, c'est ça le gros problème. Et pour pouvoir poser cette question de façon correcte, comment s'adapter, il faut à la fois se connaître son propre passé, connaître ses propres évolutions, et évidemment connaître les conditions actuelles du monde. Où va le monde et quelles sont les conditions aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on ne peut plus, c'est ça la question fondamentale, on ne peut plus poser la question de développement en termes d'indicateurs. Les indicateurs ont été critiqués par beaucoup de gens, et en particulier deux grands auteurs qu'il faut retenir, dont il faut retenir le nom. Sen, Amartya Sen, le grand économiste indien, et Thomas Pogge, qui est également un grand économiste d'origine allemande qui travaille actuellement à Harvard. Ces deux penseurs importants ont produit tout un ensemble de critiques au sujet des indicateurs économiques. Il faut connaître ces critiques, c'est très très important, sinon on ne peut pas. Mais il faut aller au-delà de ces critiques. Au-delà de ces critiques, ça veut dire penser par soi-même quelles sont les conditions dans lesquelles nous vivons, quelles sont les conditions du monde et comment organiser notre propre adaptation. Évidemment, le problème, s'il y a problème, c'est celui-là. Et si on peut parler de développement, ce serait ça. Ce serait comment nous adapter. Excusez-moi d'avoir été un peu long sur ces questions. Et donc, si vous voulez bien, on va passer à la première intervention, celle de Madame Ben Arbi Wafa, qui a changé le titre de l'intitulé de sa présentation et qui va nous le dire tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Bien, alors bonjour tout le monde. J'ai changé l'intitulé de mon intervention pour élargir un petit peu le débat sur les politiques un petit peu publiques dans les périphéries urbaines. Parce que on sait bien que l'INDH, ça fait partie de ces modes de régulation sociale entamés dans les zones de marginalité urbaine à partir de 2005, mais c'est une politique qui a démontré globalement un peu ses limites, mais je pense qu'il faut aussi l'aborder dans certains contextes spécifiques, notamment les périphéries urbaines. Il faut la revisiter, il ne faut pas l'ignorer parce qu'elle nous renseigne sur ces mécanismes et ces modes de régulation de l'État dans des territoires périphériques et spécifiques. Notamment, aujourd'hui, on va parler de la périphérie de Casablanca. Je vais montrer quelques photos pour montrer le cadre physique de ce qu'on appelle maintenant les périphéries urbaines au Maroc. Alors ici, c'est une photo de la commune de Halaouiyine, donc dont Hamza a parlé hier, et qui a fait l'objet de plusieurs études. Aussi bien au démarrage de l'urbanisation informelle, donc l'habitat informel, donc qui a connu la ville de Casablanca. Il a démarré ici en fait, parce que Casablanca, comme vous le savez, c'est une ville connue par les bidonvilles, donc les carrières centrales et Bimsik, mais à partir des années 90, on va voir une nouvelle forme urbaine se produire et émerger dans la périphérie de Casablanca. Il va être l'habitat non réglementaire. Un peu avec cette forme-là, donc on appelait à l'époque Chichem, en Tchétchénie. Donc c'est la première apparition de l'habitat non réglementaire dans la ville de Casablanca. Alors, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas
une résultante de l'exode rural, mais c'est plutôt un redéploiement de la population à l'intérieur de l'aire métropolitaine de la ville, parce qu'il y avait une population qui avait subi à l'époque une crise de pauvreté urbaine très forte, notamment au niveau de la Médina et des quartiers anciens de l'habitat social des Cochards, et qui vont migrer, qui vont se déplacer vers ces périphéries urbaines et créer ce qu'on appelle donc l'habitat non réglementaire. Et c'est une combinaison entre un habitat un petit peu rural et urbain, avec une très très forte densité urbaine. Donc, alors les caractéristiques physiques, donc c'est la densité et c'est la précarité à la fois physique et sociale. Alors, c'était au démarrage des années 80-90. Alors, à partir des années 2000, donc on va voir naître une nouvelle forme urbaine qui va caractériser ces périphéries urbaines. Alors cette forme urbaine, c'est un peu l'habitat social, comme vous voyez un peu sur la photo. C'est toujours la même commune, mais donc les pouvoirs publics, et notamment les opérateurs publics, vont, au gré d'opportunités foncières, créer ce qu'on appelle des zones d'urbanisation nouvelles. Et là, on est en train de voir l'opération dont on avait parlé hier, donc avait parlé Risa, c'est le déplacement des bidonvillois des carrières centrales vers la périphérie de Casa, dans une zone d'urbanisation nouvelle de 100 hectares. Alors l'État, elle va donc équiper les zones et donc elle va demander aux gens donc de se débrouiller pour construire. Donc là, on va avoir un nouveau système d'acteurs qui va donc émerger en intégrant les acteurs privés, tout simplement, Molchkala, qui va arriver pour faire aussi du business, tout simplement. Et donc on aura une périphérie urbaine qui est complètement hétérogène, fragmentée, qui a une configuration un peu d'une juxtaposition, où, si vous voulez, on a une coexistence ou coprésence de deux formes urbaines prédominantes. Donc on a le non réglementaire et l'habitat social. C'est tout ce qu'on arrive à voir un petit peu dans les périphéries, et ça caractérise un petit peu toutes les villes marocaines. C'est un peu le paysage urbain prédominant un peu partout. Et dans Casablanca, donc il est spécifique parce qu'on est dans la métropole, donc on va expliquer un petit peu comment on a eu un peu cette périphérie à travers des modes de régulation étatique. Je voulais aussi parler d'une chose avant d'arriver au cadre de recherche. C'est pour lire un peu les périphéries urbaines, donc on a plusieurs points de vue, parce qu'on est quand même dans un colloque où il y a beaucoup d'économistes et de sociologues. Moi, de par ma formation, donc on a abordé les choses d'une manière un peu mixte, donc on voit la forme urbaine et on essaie de comprendre les raisons, mais d'un point de vue socio-économique, sociopolitique d'abord, on a la périurbanisation marocaine, donc c'est un peu l'idée, elle est modelée par une politique de remédiation à l'égard de l'habitat non réglementaire, dont l'illégitimité urbaine céderait la place à l'habitat formel. Donc on le voit comme étant l'habitat non réglementaire est perçu comme étant légitime, et donc on va essayer d'intégrer l'habitat formel, et donc on considère que ce sont des zones plutôt récupérées par l'État. Donc c'est pas des zones planifiées. D'un autre point de vue, qui est un point de vue économique. Parce que je voulais parler de ça dans ce colloque, parce que la grille de lecture, elle est un peu liée aussi à cet aspect.
on sait qu'il y a une création de dispositifs dérogatoires donc par rapport aux documents de l'urbanisme classique qui régissent les villes au nom d'ouverture aux investissements. D'accord, donc, cela, bien sûr, il va contribuer à la multiplication de projets d'aménagement et de construction, à leur concentration dans des communes périphériques et au gré d'opportunités foncières. Donc on a ici l'intégration de l'acteur privé, sous forme aussi bien des petits investisseurs que sont Shkala, mais aussi sous forme de grands investisseurs qui vont aussi faire des opérations immobilières importantes. Mais il ne faut pas oublier qu'au niveau de Casablanca, il n'y a pas seulement l'habitat, il y a aussi les zones industrielles. Donc on a, c'est un espace assez hétérogène. Alors pour la grille d'analyse, donc là je vais parler d'un travail qu'on vient de publier dans un ouvrage édité par l'université de Toronto, moi et un chercheur français, Max Rousseau. Et on a un petit peu relu ces formes de régulation à travers une grille d'analyse qui est liée à tous les concepts nouveaux sur la néolibéralisation et globaux, et qu'on a essayé d'adapter au cas marocain, donc de la production des périphéries urbaines. Donc il est possible de comprendre la structuration des banlieues qu'on a appelées les banlieues pirates dans l'article. C'est un terme qu'on a donc emprunté d'une chercheuse Simone qui a travaillé sur les villes africaines, qui a parlé des banlieues pirates parce qu'elles sont toujours en train d'être récupérées par l'État mais qui échappent un petit peu à son contrôle plus ou moins spatial. Donc on a intégré ça dans une grille d'analyse générale proposée par deux chercheurs qui ont fait un article qui s'appelle L'espace néolibéralisé en 2002, qui s'appelle Peck et Tiken, et on a essayé de l'adapter au cas marocain. Donc on a distingué deux phases. En fait, on a distingué deux phases qui sont liées aussi à l'émergence de ces types de périphérie ou de ces formes urbaines. Donc l'habitat non réglementaire, ensuite il y a l'habitat privé avec l'habitat social. Donc la première phase, de ce qu'on appelle le néolibéralisme rollback au Maroc, alors dans laquelle les fonctions développementalistes de l'État marocain se voient démantelées à la suite du programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale. Alors, leurs conséquences sur les inégalités sociales déclenchent immédiatement une série de révoltes dans les quartiers, d'habitat non réglementaire notamment. Et durant cette période, l'État va concentrer ses moyens sur l'urbanisme sécuritaire. Donc, on le sait, on a parlé dans le cas de Casablanca, à partir des années 80, on va retourner vers un État sécuritaire. Alors c'est la période extrême, c'est la période où on va directement agir d'une manière un peu répressive dans ces zones de marginalité urbaine, en faisant des campagnes de démolition de l'habitat non réglementaire, en encerclant les quartiers, en ne donnant pas de régularisation administrative, par exemple chez les escrocs, etc. Donc c'était plusieurs moyens de répression dont on va parler, et c'est une époque de l'émergence de cet habitat non réglementaire. À partir des années 2000, on va voir une nouvelle manière, à partir du milieu des années 90, mais Casablanca c'est les années 2000 parce que c'est un phénomène tardif, donc on va voir dans les autres villes, ça va démarrer, donc la deuxième phase elle va démarrer un peu plus tôt, mais Casablanca c'est les années 2000. Donc on va voir une volonté de réintégrer ces quartiers dans la société et dans l'économie formelle. C'est-à-dire, c'est aussi bien sûr une préoccupation du nouveau régime à l'époque, et ça a été aussi exacerbé par les attentats de Casablanca à partir des années 2000,
qui remettent en lumière la montée un peu de l'islamisme dans ces banlieues-là. Donc c'est une façon de vouloir récupérer, et c'est un peu ce qui a appelé le néolibéralisme relate, c'est-à-dire qu'on va intégrer des investisseurs, mais on va aussi faire une forme d'assistanat à ces populations-là qu'on va voir à travers aussi la politique de l'INDH. Alors ici, on le voit bien dans ces photos. La première forme de régulation ou logique de régulation territoriale, elle est coercitive. Donc là, ce sont des photos que j'avais prises lors de mon travail de thèse en 2011 sur cette zone. J'ai pris ces photos de l'agence urbaine au moment où la Tchétchénie commençait à se construire, et donc c'était avec dans un contexte très coercitif, parce que les gens ils construisaient pendant la nuit, l'État arrive avec les forces de l'ordre qui venaient le jour pour empêcher ces constructions non réglementaires de force. Mais les habitants et les gens qui construisaient, ils avaient quand même plusieurs stratégies d'intégration dans ces territoires périphériques, mais c'était une forte confrontation entre l'État et la population. Alors, cette logique coercitive, elle est basée un peu sur un bras de fer entre les pouvoirs publics centraux et ce qu'on appelait à l'époque les antisystèmes locaux, qui défient les normes. Alors, donc comment se fait cette régulation coercitive? Elle se fait par la volonté d'asseoir un ordre politique et spatial, non seulement par le contrôle social ou la marginalisation institutionnelle, on pourra en parler dans le débat, mais aussi à travers la déstabilisation des systèmes politico-administratifs locaux par le biais des différents découpages administratifs, etc. Et donc c'était une époque un peu de confrontation. Alors ça c'est juste deux photos pour parler d'une autre, de la deuxième partie, de la deuxième logique de régulation de ces territoires qu'on a appelé un peu plus soft. Elle régularise le non réglementaire à travers des actions d'abord sectorielles et progressives, visant à d'abord institutionnaliser l'action collective et la canaliser, donc sur le plan social, mais aussi à travers d'autres actions qui sont physiques ou matérialisées par des opérations d'habitat qu'on va réintégrer dans ces zones-là. Alors, c'est de là que je vais tout de suite. Ces photos, elles montrent un petit peu l'équipement en eau potable dans cette zone à travers les financements de l'INDH. L'INDH, ça peut être une stratégie un peu qui a un double sens, c'est-à-dire on peut casser l'action collective informelle pour l'institutionnaliser, mais en même temps il y a aussi l'intégration des opérateurs privés, par exemple la LIDEC à Casablanca, qui n'a accepté d'investir ces quartiers que parce qu'il y avait un fonds INDH. Et donc, quand même, ici, INDH, il avait un effet assez important sur la vie de la population, mais il y avait l'intégration de l'opérateur privé qui avait conditionné un petit peu les conditions de l'application de cette stratégie ou de cette initiative dans la zone. Donc là, c'est des photos où on montre un peu les puits. Donc là, la population va commencer donc la commune va aider la population à s'organiser pour aussi faire ce qu'on appelle des puits. Une dernière diapositive sur les INDH quand même, parce que je l'ai abordé dans un premier temps et qui fait partie de cette deuxième méthode de régulation du territoire de la marginalité. L'INDH, il est dans les périphéries urbaines, donc dans certaines conclusions, parce que je n'ai pas voulu parler, parce qu'on a déjà fait un
rapport en 2016 avec l'ONDH sur ces quartiers, dans plusieurs villes au Maroc. On a évalué un petit peu l'impact de l'INDH sur la question des mobilisations sociales, c'est-à-dire comment il a impacté ces mobilisations, leur institutionnalisation, et est-ce qu'il y a eu des résultats. Bien sûr, c'est très diversifié, donc on n'a pas les mêmes résultats partout, mais ce qui est clair, c'est que nous avons déjà l'INDH qui est lié à une politique de découpage administratif, parce que ces programmes sont liés soit à l'urbain ou au rural, et cette donc, manière de découper les territoires, elle est souvent biaisée. On trouve par exemple dans l'Heraoui, qui était jusqu'en 2008 une commune rurale, il y avait 70 000 habitants quand même, et avec une forte densité. Donc là, le problème de l'INDH, ce qu'on avait un peu relevé, c'est un petit peu lié à cette question de découpage administratif. Aussi, c'est le degré de solvabilité, donc les critères qui vont changer un petit peu donc l'importance de cette politique, c'est le degré de solvabilité de la population et ses ressources de pouvoir, ou le système politico-administratif local. Dans chaque commune, il y a une manière de faire qui change en fonction du contenu social de ces espaces de la marge. Et puis, on a aussi un autre paramètre qui est très important, c'est celui des stratégies financières des opérateurs privés. Et des opérateurs surtout délégataires des services urbains, parce que leur intervention est très importante dans les périphéries urbaines. Donc c'est des acteurs clés de la production de ces périphéries urbaines. Voilà, j'ai pas parlé de développement, c'est pas ma spécialité, mais j'ai essayé, comme chercheur, de donner une idée un petit peu sur sur l'État, comment il régule les espaces, et les espaces spécifiques. Parce que, je dis juste un mot, parce que avant il y avait l'espace rural et l'espace urbain. Maintenant il y a quelque chose qui vient entre les deux, c'est l'espace périphérique. Donc, et là c'est une nouvelle typologie, moi je trouve, qui est très intéressante à regarder, mais regarder de près. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va faire regarder. Vous avez dit que vous n'avez pas abordé le développement, mais en fait, vous êtes en plein dedans. Et vous nous avez montré en fait un cas typique extrêmement important. La question de l'adaptation dont j'ai parlé tout à l'heure. Nos sociétés sont une situation de transition. Elles ne sont pas adaptées. Parmi les problèmes qui se posent pour l'adaptation, c'est celui justement de l'habitat. Et la façon dont ce problème est résolu par les autorités sont tout à fait inefficients. Alors il faut comprendre pourquoi il est inefficient. Parce que le problème qui se pose, c'est le problème comment résoudre un problème d'intérêt général qui est trouver une solution à l'exode rural dans les grandes villes. Et cette solution, jusqu'à pour le moment, on ne l'étudie ni en amont, ni au moment où il se produit et pour l'avenir. Donc il y a, normalement c'est un problème qui fait un tout, d'étudier en amont, d'étudier au moment où il se pose et d'étudier pour l'avenir. Cette perspective globale, qui est la véritable perspective d'adaptation, comme on le voit dans cet exposé, elle n'est pas abordée comme cela. Et on part au plus pressé. Et le plus pressé, ce n'est pas l'intérêt des gens, le plus pressé, c'est le souci sécuritaire. Et donc, il faut sortir de là. On ne peut pas rester dans ce genre de situation. Parce que ce genre d'approche, c'est une approche qui ne fait que retarder le moment d'explosion. Aujourd'hui, on donne une solution provisoire, mais demain, le même problème va se reposer. Excusez-moi d'insister encore sur ces questions-là. Alors maintenant, on va passer au deuxième intervenant. C'est M. Boussaïri Al-Sadek et Fayou Hamid. Vous êtes tout seul. Là, notre collègue d'ailleurs, donc il n'est pas présent. D'accord. Qui va nous parler de l'activité des femmes, déterminants et impact sur la croissance, analyse sur données de pays en développement.
Donc c'est une approche générale, pas seulement pour le mal. Bonjour. Je tiens d'abord à préciser. Alors, un quart d'heure. Alors, je tiens d'abord à préciser que j'ai également modifié l'intitulé de mon intervention, non pas pour élargir plutôt le champ de l'analyse, mais plutôt pour le recentrer sur les déterminants de l'activité économique. Alors, pour commencer, Monsieur le Président, permettez-moi de ne pas être totalement d'accord avec vous, étant donné que le développement comporte toujours tout de même une dimension qui est normative, et pour ne pas tomber dans le culturalisme. Et là, je vais tout de même me référer au même auteur, Amartya Sen, qui a justement, par rapport à mon intervention, tiré la sonnette d'alarme en 1990 à travers un article qui est très célèbre, Missing Women. Dans cet article, justement, l'auteur montre qu'en Asie du Sud, en Inde et en Chine, on manque de femmes, tout simplement. On estime actuellement que ces deux pays manquent de 80 millions de femmes. Il s'agit là de la forme, disons, la plus sévère d'inégalité envers les femmes. Elle résulte essentiellement de la pratique de l'avortement sélectif. Donc, lorsque, notamment, les populations défavorisées se rendent compte qu'elles vont avoir... Lorsqu'elles se rendent compte qu'elles vont avoir une fille, ils préfèrent d'interrompre la grossesse. Bon, au-delà de cette forme sévère, qu'heureusement nous n'avons pas chez nous, il y a différentes facettes, justement, de discrimination à l'égard des femmes, et parmi ces dernières, on trouve leur exclusion de l'activité économique. Alors là, encore une fois, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a besoin de la participation des femmes pour accélérer la croissance, pour améliorer le développement économique. Il s'agit d'une fin en soi, d'abord, il faut le préciser. La lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est bien une fin en soi. Et la communauté internationale, justement, est d'accord là-dessus, parce qu'il s'agit d'un objectif de développement du millénaire qui a été également reconduit dans le cadre des objectifs de développement durable. Il s'agit plus exactement de l'objectif numéro 5 de développement durable. Alors, lorsqu'on jette maintenant un coup d'œil sur la carte, sur cette carte, on voit bien que la participation des femmes à l'activité économique est partout dans le monde inférieure à celle des hommes. Mais cette inégalité diffère justement d'une région à une autre, et là on peut constater, notamment en blanc, nous avons les pays de la région MENA et également les pays de l'Asie du Sud, qui affichent un taux. L'indicateur qui est utilisé là, c'est le rapport entre les femmes actives et les hommes. Donc c'est un rapport des femmes par rapport aux hommes actifs, et dans la région MENA, c'est inférieur à 20%. Tout de même, c'est très préoccupant. Bon, pour ce qui est maintenant de l'intérêt du sujet, je vais là juste me baser sur quelques travaux de littérature qui font ressortir un large consensus. Il existe un large consensus actuellement sur les impacts positifs justement de cette inclusion des femmes dans l'activité économique. À travers de nombreux leviers que vous avez sur la diapo, ça permet d'améliorer l'allocation optimale des ressources sur le marché du travail, ça permet de renforcer justement la contribution des femmes à la prise de décision concernant les ressources de leur ménage, et ça conduit souvent à un investissement qui est plus élevé, notamment dans l'éducation des enfants et dans leurs soins de santé. Donc ça permet de faciliter l'accumulation du capital humain. Et il y a même certains auteurs qui ont essayé d'établir une relation entre la participation des femmes à la population active et par exemple la réduction de la corruption. Donc les effets de cette participation sont pluriels et ils versent tous justement dans le renforcement de la croissance et du développement économique. Alors si c'est le cas justement,
pour quelles raisons constate-t-on des écarts qui sont très importants entre pays et régions géographiques en la matière? Est-ce que c'est dû justement à une insuffisance du revenu par habitant? Est-ce que le revenu par habitant à lui seul permet justement de rendre compte de ces écarts? Est-ce que c'est une insuffisance justement de cette modernisation structurelle, c'est-à-dire est-ce que c'est dû à une insuffisance au niveau de l'éducation, de l'urbanisation, de la fertilité, ou doit-on prendre en considération d'autres facteurs plutôt culturels et institutionnels, à l'instar par exemple de l'affiliation religieuse ou de l'adhésion à une culture conservatrice? Bon, pour répondre à l'ensemble de ces questions, justement, alors, donc, je vais me référer à quelques travaux de littérature rapidement. Et là, on peut dire qu'il y a deux approches, justement, qui sont qui essayent alternatives, qui essayent d'apporter des réponses. Il y a l'approche qu'on peut considérer comme conventionnelle, qui considère qu'il s'agit effectivement d'un manque de transformation structurelle dû au sous-développement. Et l'implication politique de cette approche-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire justement de prévoir une politique dédiée pour la promotion justement de l'activité des femmes et pour la lutte contre les inégalités. Ça viendra automatiquement avec le développement. Et il y a une autre approche qui considère que le revenu par tête ou le développement économique à lui seul ne peut pas expliquer l'insuffisante intégration des femmes à l'activité économique, et que le rôle notamment des facteurs institutionnels, politiques, de discrimination juridique est prépondérant, et en conséquence l'État a un rôle à jouer, et pas que l'État, il y a même certains auteurs qui considèrent que le mouvement féministe justement de défense des droits des femmes, de promotion de leur statut dans la société, a un rôle central à jouer en la matière. Voilà. Alors, quelques travaux empiriques. Vous avez par exemple le travail de Pampel et Tanaka en 86, qui est arrivé à montrer qu'il existe une relation sous forme de U entre le PIB par habitant et la participation des femmes à la population active. Autrement, dans les sociétés plutôt agricoles, la participation des femmes à l'activité économique est forte parce qu'il n'y a pas de séparation justement entre la sphère domestique, le travail domestique et la sphère marchande. Lorsque justement le processus d'urbanisation est entamé, là il y a une séparation qui est plus nette entre la sphère domestique et le travail dans les entreprises, notamment industrielles, et ça induit une baisse de la participation des femmes à la population active. Ce n'est qu'un peu plus tard, notamment grâce à la baisse de la fertilité et à l'amélioration de l'instruction des femmes, mais c'est surtout grâce à l'avènement de la société post-industrielle qui offre des emplois plus adaptés et plus acceptables socialement pour les femmes, que cette participation repart à la hausse. Voilà, il y a un autre travail conduit par Tam en 2011 et qui aboutit à la même conclusion, mais en se basant cette fois-ci sur des données d'un très large panel de pays à des niveaux de développement différents. Bon, il y a également un certain nombre d'auteurs qui ont effectué des travaux empiriques et qui ont mis en avant d'autres paramètres contribuant à expliquer le niveau justement d'intégration des femmes dans l'activité économique. Voilà, donc vous avez quelques-uns sur la diapo et qui ont mis en avant par exemple l'urbanisation, la fertilité, la prédominance d'une culture conservatrice, voire même l'affiliation religieuse ou l'existence d'une discrimination légale. Alors, quelques faits stylisés avant de passer justement à la présentation de mon travail. On peut constater que l'intégration des femmes, pour le cas des pays développés, intervient de manière tardive par rapport à la révolution industrielle. Ça ne démarre vraiment qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et là, on peut constater qu'il y a une certaine forme de convergence entre différents groupes justement de pays en développement, de pays développés. Alors, cette amélioration justement de l'activité des femmes, comme le montre
cette diapo consacrée au cas des États-Unis est la résultante de l'intégration des femmes mariées dont justement le mari est présent. Hein, c'est cette composante-là qui permet d'améliorer l'intégration des femmes à la population active. Alors là, vous avez une diapo qui présente l'évolution justement de l'activité des femmes de 1990 jusqu'à 2015 par groupe de pays, et on peut constater facilement que deux pays se détachent clairement des autres. Il s'agit de la région MENA, donc, dont la part des femmes dans la population active est restée inférieure à 20% tout au long de la période. Et on constate qu'il n'y a pas vraiment de progrès, et elle est suivie par l'Asie du Sud, voilà, dont la participation des femmes à la population active a plutôt diminué au cours de la période. Bon, pour les autres pays, on peut constater l'existence de deux clubs à peu près, celui des pays développés et le cas particulier de l'Afrique subsaharienne. On peut constater que la participation des femmes justement à la population active est la plus forte dans ce groupe de pays, notamment les pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Bon, pour ce qui est maintenant de notre échantillon, nous avons choisi un échantillon composé de 85 pays, retenu parmi les pays en développement, c'est-à-dire les pays du groupe des 70. Voilà. Ceux qui ont été écartés, c'est exclusivement pour des considérations de disponibilité des données. Donc on a retenu tous les pays en développement pour lesquels il existe des données suffisantes. Alors, ces pays appartiennent, comme vous pouvez le constater sur le tableau, ils appartiennent à différentes régions. Donc, vous avez l'Afrique subsaharienne qui est la plus représentée avec 36 pays. Vous avez l'Asie de l'Est et du Pacifique, l'Amérique latine et ainsi de suite. Ce sont des pays qui appartiennent également à des tranches de revenus qui sont différentes. Vous avez notamment 21 pays à revenus faibles, 27 pays à revenus intermédiaires, tranches inférieures et ainsi de suite. Alors, quelques graphiques pour illustrer justement les corrélations entre les variables les plus significatives. Là, on peut constater que la participation des femmes a plutôt tendance à diminuer avec l'augmentation du PIB par habitant. Et vous pouvez constater que les pays qui se trouvent justement au-dessous de cette ligne moyenne de la droite de régression sont essentiellement des pays de la région MENA. Vous avez par exemple le Liban, l'Égypte, la Tunisie, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Irak, donc essentiellement des pays de la région, et le Maroc également. Alors maintenant, est-ce que justement les avancées réalisées en matière d'éducation ont un impact sur l'amélioration de la participation des femmes à la population active? La réponse est malheureusement non. Vous pouvez constater encore une fois qu'il y a presque une indépendance entre ces deux variables. Et là encore, vous allez constater que les pays de la région MENA se trouvent toujours au-dessous de cette droite médiane, avec le cas de la Mauritanie, du Maroc, du Soudan, du Koweït, de la Tunisie, et ainsi de suite. Alors, pour ce qui est maintenant de l'approche économétrique, nous avons essayé d'expliquer le niveau du développement économique, le niveau plutôt de la participation des femmes, ou le rapport femmes-hommes dans la population active, à travers d'abord le PIB, et là nous avons pris en considération l'existence éventuelle d'une relation linéaire. Donc nous avons intégré à la fois le log du PIB et le log du PIB au carré, et puis d'autres variables socio-économiques et institutionnelles, à l'instar de la part des exportations dans le PIB, de la part des exportations des hydrocarbures dans les exportations. Nous avons également intégré le nombre moyen d'années d'études de la population active et ainsi de suite. Bon, rapidement les résultats. Alors là, la première régression est dédiée exclusivement à la relation entre la participation des femmes à la population active et le PIB. Nous avons notamment utilisé deux techniques de régression différentes. Dans la deuxième, là,
en recourant à ce qu'on appelle la technique des variables instrumentales, qui permet notamment de traiter le biais d'endogénéité. Cela veut dire quoi? Rapidement, ça veut dire que la relation causale en fait, entre les deux variables, et on le sait, il est bidirectionnel. C'est-à-dire que le niveau du PIB par habitant influence la participation des femmes à la population active, mais la relation inverse n'est pas fausse non plus. Donc ça peut entraîner statistiquement un biais de surestimation de l'effet justement du PIB sur la population active. Et pour le corriger, on a fait appel à la technique dite des variables instrumentales que vous avez sur la deuxième colonne. Et vous pouvez constater que même dans ce cas, donc rapidement, même dans ce cas, le PIB par habitant reste significatif, c'est-à-dire qu'il contribue à expliquer justement le niveau de participation des femmes à la population active. Et là, on a mis justement en avant une relation non linéaire entre ces deux variables. Alors, pour ce qui est maintenant rapidement, parce que j'ai de nombreux tableaux, on peut revenir sur ça par la suite. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Alors, premièrement, le PIB, oui, le niveau du PIB, ça peut expliquer une partie de la faiblesse de la participation des femmes à la population active, mais à lui seul, il demeure tout de même insuffisant. Un résultat que nous avons trouvé tout de même, un résultat important, l'affiliation religieuse et notamment l'affiliation à l'islam, elle n'est pour rien dans l'explication de ce phénomène. Le problème pourrait être posé justement par la législation et par la religion d'État, non pas par l'affiliation religieuse de la population. Et là, notamment, j'ai constaté qu'un indicateur, le WBL, Women Business et Law, il s'agit d'un indicateur calculé par la Banque mondiale et qui justement traduit le niveau de discrimination à l'égard des femmes dans l'ensemble des textes juridiques en relation avec l'activité économique. Alors cet indicateur-là ressort significatif dans toutes les régressions et il indique justement qu'il existe une marge de manœuvre. Donc l'État, les États sont appelés justement à jouer un rôle important en la matière en éliminant toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et je vous remercie pour votre attention.